Alors voilà, donc bonjour tout le monde, on va essayer de faire la suite en ce qui concerne la programmation orientée objet avec Java. Et en particulier, nous sommes dans le concept de classe objet et les méthodes, la surcharge des méthodes. Et on va continuer bien sûr, en montrant ce que c'est l'encapsulation et la visibilité. Alors jusqu'à présent, bien sûr, nous avons traité la partie de la programmation structurée, nous avons traité tous ces concepts-là. Et nous avons fini par la réalisation d'une application de gestion des ventes. Dans le code, normalement, dans le code était le suivant, d'accord? En ce qui concerne cette application. Cette application, donc l'objectif est de gérer le stock. Donc tout ce code-là, nous l'avons montré. Comment le fournir pas à pas, d'accord? Tout en déclarant les données à gérer. Et ensuite, nous avons mis en place l'ensemble des fonctions, d'accord, à mettre en place. Et une méthode main qui fait appel déjà à afficher un menu principal. Et bien sûr, à chaque fois, il faut demander à l'utilisateur, selon ce menu-là, de taper son choix, d'accord, et de le traiter. Donc ceci se traite jusqu'à ce que, bien sûr, le choix entré par l'utilisateur n'ait pas une valeur égale à zéro. S'il tape un choix zéro, donc on va sortir de traitement. Donc nous avons montré comment réaliser cette application. Et maintenant, bien sûr, nous allons essayer de faire la suite, qui est le classe objet. Alors, dans ce concept de classe objet, bien sûr, nous avons déjà montré ce que c'est. Donc, dans le principal concept qui est le concept de classe et le concept d'objet, nous avons déjà montré comment créer une classe Java, comment créer un objet, d'initialiser, afficher sa référence, afficher son contenu, ajouter des méthodes à la classe, connaître le concept de référence, l'objet courant, le mot-clé this. On a vu comment surcharger le constructeur et aujourd'hui on va voir même comment surcharger les méthodes. Et bien sûr on a quelques exemples d'applications. Et bien sûr, on va faire la suite, ce que c'est l'encapsulation, ce que c'est les getters et setters, et comment créer un tableau d'objets, l'initialiser, afficher son contenu, et ainsi de suite. Donc, comme classe de base, bien sûr, permettez-moi s'il vous plaît 30 secondes. Alors, j'ai dit, nous allons, bien sûr, on sait maintenant ce que c'est une classe. Une classe Java, il faut bien sûr commencer, bien sûr, par exemple, créer un projet, d'accord? Notre projet, il s'appelle ça, par exemple. Et ensuite, il faut aller dans SRC et créer des packages. Par exemple, nous avons créé ces packages. Et nous sommes, par exemple, dans la partie d'accord, de programmation orientée objet. Et nous allons créer un autre package qui est celui-là au sein de MA, par exemple. Et on peut créer des classes. Par exemple, ici, on peut créer une classe Java qui s'appelle, par exemple, point, ou bien programme tout simplement, ou bien je vais plutôt créer un autre package. Je peux créer un autre package que je peux l'appeler, voilà, je peux l'appeler, le créer programs et je vais mettre un package qui s'appelle app point par exemple. D'accord? Et je vais,
ce package-là, je peux créer une classe qui s'appelle programme. Et bien sûr, pour créer une classe, point, je peux la mettre comme ça normalement. Maintenant, j'ai une classe qui s'appelle point. Et dans la méthode main, je peux utiliser la classe point tout en créant une référence. Et ici, on va créer un objet et on l'affecte à la référence. Alors maintenant, la chose que j'ai, je peux afficher la référence, par exemple. Si je vais exécuter cette application, j'ai le concept de référence qui stocke l'adresse d'un point. Donc son adresse est le suivant. Si je vais créer un autre point, donc il aura une autre référence, bien sûr, pendant l'exécution. Et la référence ne peut avoir lieu que pendant l'exécution. Voilà la première référence qui doit être différente. Bien sûr, ici, il faut mettre P2 pour qu'elle soit différente. Alors, qui doit être différente de la première référence. Donc ici, j'ai deux références différentes. Jusqu'à présent, vous connaissez ce que c'est la référence. Ensuite, une classe, normalement, elle contient des attributs et elle contient des méthodes. Donc, pour la partie des attributs, qu'est-ce que nous allons mettre? Par exemple, un point est défini par son x et son y. C'est-à-dire maintenant, pardon, ici, il faut mettre point. Alors là, il faut mettre point et point. Voilà. Alors, maintenant, Cx et Cy, c'est vrai, on peut y accéder. Après avoir créé le P1, je peux y accéder par P1.x égale à 5. D'accord? Et je peux mettre P1.y, P1.y par exemple égale à 10. Et je peux afficher ces informations. Je peux afficher ces informations P1.x comme je peux accéder à y par la même manière. Donc je peux, qu'est-ce que je vais afficher ici? Quel est le détail de notre point P1? Son détail est la référence. Ici c'est afficher la référence qui est une zone mémoire. Ici afficher X. D'accord? Autrement dit, j'accède à la valeur X de cette zone mémoire. Et la même chose, c'est afficher P1.y. Donc si je vais exécuter, je vais afficher ces trois informations. Donc la référence, le X qui se trouve dans cette zone mémoire et le Y qui se trouve dans cette zone mémoire. Alors maintenant, ça est venu après initialisation de la zone mémoire. C'est cette instruction qui a donné lieu à cette adresse. Si, bien sûr, si je ne vais pas faire le new, je ne peux pas avoir une zone mémoire. Et le reste des instructions ne sera pas accessible. Regardez ici. Il dit comme quoi le P1 n'existe pas. Parce que le P1, il lui faut une valeur. Cette valeur, c'est l'adresse. Ça, c'est une démarche. Jusqu'à présent, quels sont les concepts que nous avons dans ce code source? Nous avons le concept de classe, nous avons le concept de référence, nous avons le concept d'objet, nous avons le concept ici de classe, une fois dire classe, on a attribut, et on a constructeur. Donc tous ces concepts, on les a ici. Donc la classe, bien sûr, c'est la classe point. L'attribut, par exemple, x c'est un attribut et y c'est un attribut.
le constructeur, jusqu'à présent, c'est celui-là, mais ce constructeur, il doit appartenir à la classe. C'est-à-dire, il est ici. Constructeur, il est dans la classe. Mais jusqu'à présent, on ne l'a pas créé. C'est un constructeur par défaut. Par défaut. D'accord? Ou bien je peux l'expliciter. C'est-à-dire, on peut définir son code source. Donc voilà, c'est le constructeur, mais sans argument, sans aucun paramètre. Et une fois l'appelé, je peux dire, voilà, création, je peux mettre création d'un point. Ou bien réservation de l'espace mémoire d'un point. Quand est-ce que je vais avoir ce message-là? Une fois faire appel à new point, ce message sera affiché. Ensuite, j'accède à la zone mémoire et ainsi de suite. Donc, nous avons vu classe, attribut, constructeur, référence. C'est quoi la référence? C'est P1. Ensuite, l'objet, c'est new point. C'est ça l'objet. Je vais le mettre dans la référence P1. Alors ça, en ce qui concerne ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, ensuite, ce n'est pas une bonne pratique, d'autoriser un code externe. Ici, c'est le cas de main. A un accès direct aux attributs pour les initialiser. La bonne méthode pour initialiser, c'est de passer par le biais d'un constructeur qui reçoit des valeurs, d'accord, et initialiser l'objet en question. C'est-à-dire, au lieu de faire ce traitement, on va pas le faire, mais utiliser le constructeur qui va, parce que l'objectif est de faire passer AP1 5 pour X et faire passer 10 pour le Y de P1. Donc, au moment de la création, je vais passer les valeurs 5, 10, de cette manière. Donc, c'est pour cela, ici, il faut mettre en place ce constructeur qui reçoit les deux paramètres qui sont X et Y. Alors, this.x égale à X et this.y égale à Y. Par contre, jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ce que c'est this. This, c'est l'objet courant, ou bien, autrement dit, c'est un this, mais ici, normalement. D'accord? Qui concerne la classe. Alors, le this, ça représente la référence courante. Et c'est quoi la référence courante? C'est P1. D'accord? Quand est-ce que je vais avoir le this? Une fois j'entre dans le constructeur, je vais avoir cette référence qui représente la mémoire. Donc la première chose à créer, avant d'accéder à this, il faut le créer. Donc il sera créé en background. D'accord? C'est un process qui va se faire en background. On ne peut pas le voir. Qui se fait au moment de l'entrée à ce code source ici. C'est-à-dire avant la ligne 14, la création par la GVM, la GVM va créer un objet. Donc maintenant, on a montré, au lieu d'utiliser cette manière d'initialisation, on peut procéder en utilisant le constructeur avec paramètres. On l'appelle constructeur avec paramètres. Ensuite, de la même manière,
c'est-à-dire toujours, ce n'est pas bien de donner la possibilité à un code extérieur d'accéder directement pour afficher des informations reliées à P1. Par contre, au lieu de ça et de ça, il faut être capable de faire P1 point afficher les informations ou bien récupérer le X parce que jusqu'à présent, afficher c'est mauvais, mauvaise pratique d'utiliser une méthode qui s'appelle afficher au sein de la classe point. Par contre, maintenant, nous allons l'utiliser juste pour montrer comment créer une méthode et comment l'utiliser. Alors, maintenant, une méthode à créer au sein de la classe point, c'est une méthode qui permet d'afficher le détail. Et cette méthode, elle aura accès à X et Y. Mais moi, je ne vais pas utiliser cette manière d'affichage, mais plutôt je vais mettre ça. Un point comme ça, par exemple. Voilà. Alors, une fois faire, donc, on a initialisé en suivant les bonnes pratiques. On a affiché la référence, donc maintenant on connaît comment afficher la référence. On a dit que ça, c'est pas bien de l'utiliser, on va pas l'utiliser et on va faire P1 point affiché. Voilà, donc là, il y a l'affichage de la référence et l'affichage de 5.10. Maintenant, dans la suite, c'est pas la peine d'afficher la référence. D'accord? C'est pas la peine d'afficher la référence dans le constructeur. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le concept de classe objet. Alors par ce biais-là, de même, nous avons créé la classe student, ayant des attributs, ayant un constructeur et ayant une méthode affichée. Et voilà comment utiliser la classe student. Alors en général, pour créer une classe ou bien un nouveau type, on le crée à partir d'un texte, donc comme celui-là. Et la deuxième phase, c'est créer la classe UML, c'est-à-dire une représentation graphique qui représente le nom de la classe, les attributs de la classe et les méthodes à mettre en place. Il y a la méthode affichée et il y a le constructeur. Pourquoi ça c'est un constructeur? Parce qu'il porte le même nom que la classe. Donc ça, une fois vous avez ceci, par exemple le texte, vous pouvez créer le diagramme de classe. C'est un diagramme UML. Et ensuite, vous pouvez traduire le code, c'est-à-dire faire exactement ça. Et en quatrième lieu, ça c'est 3, en quatrième lieu, il faut être capable de l'utiliser. Donc dans un premier temps, essayez de suivre ces étapes-là. Description sous forme de texte. Ensuite, à partir du texte, vous allez créer le diagramme de classe. Jusqu'à présent, nous avons une seule classe. Ensuite, il faut écrire le code source et tester la classe. Donc c'est ça en 4. Et bien sûr, 5, vous aurez le résultat. Alors, ensuite, donc le concept de mot-clé vis que nous avons dit, il représente le mot courant. D'accord? On l'a vu bien sûr et nous avons montré ce que c'est que vis. Alors si je reviens au code, est-ce que le vis, je peux l'utiliser ici? D'accord? Vis, c'est so, bien south, vis. Vis ici, normalement, n'a pas lieu. D'accord? Parce que le vis ne peut représenter pas la classe main, la méthode main, parce qu'il s'agit d'une méthode statique. Alors le vis, si je vais le mettre ici, ça représente quoi le vis ici? Ça représente la référence qui va faire appel à afficher. Quelle est la référence qui va faire à afficher? C'est P1. Donc P1 et vis sont les mêmes valeurs. Sinon, je peux utiliser vis ici pour accéder à X. Ou bien j'ai un accès direct. Parce que ici, je ne suis pas obligé de mettre 10.x. Je peux la faire. Mais dans le constructeur, maintenant, je suis obligé de mettre 10.x. Sinon, j'aurai x.x. X égale à x, c'est une ambiguïté. C'est-à-dire
ce x-là représente le paramètre et ce x-là représente aussi le paramètre. Par contre, moi, j'aurais besoin de mettre la valeur de point, c'est-à-dire l'attribut reçoit la valeur du paramètre. Pour dire l'attribut reçoit, l'attribut x reçoit, je dois l'accompagner par 10 pour éviter l'ambiguïté. Par contre, si je vais mettre ici a, alors à ce moment-là, je peux mettre x égale à a, égale à plutôt a. Voilà, maintenant je ne suis pas obligé de mettre le 10. Par contre, pour le y, je suis obligé de mettre le 10. Donc j'espère que vous avez compris ce que c'est exactement le 10, parce que ici, pour manipuler les variables, je travaille sur la mémoire courante qui contient le x, le y et contient aussi le constructeur, si vous voulez dire. Le constructeur. Le constructeur avec paramètre. D'accord? Constructeur. Je vais noter constructeur. Voilà. Donc ça, c'est ce que c'est exactement le mot-clé 10. Donc pour moi, vous êtes capable d'interpréter ce code source et ainsi donner son résultat. Ça, c'est l'analyse finalement que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire ceci, la même chose. Ça, c'est la partie mémoire. Donc qu'est-ce que ça donne exactement le résultat? Parce que pour ce code source, une fois créé student, j'ai une référence qui s'appelle S, d'accord, dans laquelle je stocke une adresse après le new. Cette adresse-là, il a les attributs suivants, le nom, le prénom et l'âge, et il a aussi la méthode affichée. D'accord? Sinon, même pour le nom, normalement, c'est une classe. Parce que la classe string avec S majuscule, c'est une classe. Donc ça, c'est une première représentation. Mais si vous voulez faire une bonne représentation sous forme d'un schéma, même le nom, c'est une classe. Donc une fois dire classe, il contient une référence. Donc le nom contient uniquement une référence. Et cette référence, c'est une zone mémoire. Et c'est cette zone mémoire qui va contenir la valeur. Donc vous pouvez, si vous allez comprendre ça, c'est encore mieux. Sinon, il faut comprendre bien ce schéma-là. Alors maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce code. C'est quoi ce code? Il va créer deux classes, la classe point et la classe programme. C'est la classe programme qui est exécutable parce qu'elle contient le main. Et la classe point, elle contient deux attributs qui sont de type double x et y. Et il contient aussi une méthode affichée qui peut afficher le x et le y sur le format que nous avons montré tout à l'heure. Bien sûr, dans la méthode main, je peux créer un objet qui s'appelle p, ou bien une référence qui contiendra un objet. Et ensuite, je peux afficher la référence de l'objet et je peux accéder à la fonction affichée par le biais de p. Donc p.afficher qui va afficher les informations de p. Par contre, ici, j'ai un constructeur sans paramètre, un constructeur qui n'existe pas, il est par défaut. Donc c'est pour cela les valeurs à initialiser seront initialisées par 0, 0 automatiquement. Donc il va afficher ici, p.afficher, il va afficher 0, 0 entre parenthèses. Donc voilà, donc ça c'est l'interprétation et le résultat donné par le programme. Alors maintenant pour la gestion des clients, si vous avez compris la gestion des étudiants et la gestion des points, vous devez être capable de comprendre ce code, cet énoncé, et aussi de créer le code équivalent. Donc moi j'avais déjà normalement commencé cette partie-là. Alors, alors il y a app point. Par contre, j'ai créé uniquement normalement les. Alors voilà, app client, elle est ici normalement. Alors app client, je dois trouver son package quelque part. Voilà, c'est celle. Je vais fermer le tout, close all tabs, et je vais aller dans cette classe-là qui contient, qui contient une classe
d'accord, avec les attributs nécessaires, une méthode affichée, et voilà une classe client, plutôt une classe client app1 qui représente la classe principale qui contient le main, et je vais créer une référence et je vais afficher les informations. Donc si on vous demande d'afficher le contenu ou bien donner le résultat de ce programme, c'est quoi le résultat de ce programme? Bien sûr, il va créer un client, l'initialiser, sachant que je n'ai pas mis le constructeur ici, j'utilise le constructeur par défaut. Donc certainement pendant la création, il va mettre des valeurs par défaut dans le nom, dans le prénom, dans le téléphone, dans l'adresse et dans l'email. Alors, avec cette initialisation, les valeurs par défaut de nom, puisque nom c'est une classe, alors le nom ici c'est un objet, et automatiquement sera initialisé un null. La même chose pour le prénom, le tel, l'adresse et l'email. Et si je vais ajouter, je ne sais pas, pour un client, je peux ajouter son âge, je ne sais pas, d'accord? Donc maintenant, si je souhaite afficher aussi l'âge, il sera automatiquement initialisé à 0 parce que c'est une valeur numérique. Donc une fois, plutôt âge. Une fois faire cette exécution, j'aurai l'affichage de null, 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 d'accord? Et pour l'âge, il y aura 0. Donc si je vous demande aussi de compléter le code de manière à bien initialiser un client, c'est-à-dire par exemple mettre le nom, d'accord? Je vais mettre Ali, d'accord? Je vais mettre comme prénom Baba, je vais mettre comme adresse peut-être voilà, je vais mettre comme téléphone, plutôt comme téléphone, je vais mettre 09888. Je vais mettre comme email ali.gmail.com et je vais mettre comme âge, par exemple, 45. Alors, ce constructeur n'existe pas. Donc, soit avec IntelliJ, je peux le créer à partir d'ici. Normalement, il doit me proposer créer des constructeurs. Il va le créer automatiquement. C'est-à-dire, il va demander est-ce que c'est ça? Voilà, donc je peux l'utiliser. Regardez, il l'a ajouté avec toutes les informations qu'il faut. Par contre, ici, je préfère mettre âge. Alors, ici, il va, regarder, il est en train de... Alors là, normalement, c'est pas bien qu'il a utilisé le nom comme... d'accord? Il va utiliser les valeurs comme des noms. Donc, je préfère mettre ici nom normal. Ici, prénom. D'accord? Oui? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Normalement, ça, c'est... Moi, j'ai commencé par le main. D'accord? On va faire celle-là et on va faire la deuxième méthode. Alors, le nom, le prénom, il y a aussi le téléphone, d'accord? Il y a aussi le mail et il y a l'âge, d'accord? Alors maintenant, si on va faire entrer ici, donc il doit dire voilà 10.nom, ensuite 10.prénom, 10.email, 10.âge, et c'est bon, j'ai initialisé toutes les informations. Donc ça, c'est une première manière. Alors si je vais exécuter mon code, il va l'initialiser tout en utilisant un constructeur, d'accord? L'email, c'est null. Alors, pourquoi l'email, c'est null? Alors, l'email, normalement, attendez, est-ce que j'ai bien mis l'email? 10.adresse, vous voyez, 10.adresse égale à mail, 10.adresse égale à adresse. D'accord? Et 10.mail égale à mail. Est-ce que j'ai tout? Voilà, donc c'est bon. Comment ça? Est-ce que je vais vérifier? Non, non, non. Ah oui, ici, c'est mail. Très bien. Très bien vu. Donc, mail.
Alors, de préférence, parfois, utiliser la même nomination que les attributs, que les paramètres. Donc voilà, maintenant ça fonctionne, mais j'ai pas encore affiché l'adresse. De toute façon, l'adresse n'a pas. C'est pour cela il est affiché ici, comme quoi il n'a jamais été utilisé. Donc je peux mettre l'adresse, l'adresse, et je peux mettre adresse. Voilà. Donc ça, c'est un premier scénario qui montre les concepts suivants, c'est-à-dire le concept de classe, le concept d'attribut, le concept d'objet, le concept de référence, d'accord, le concept de méthode, le concept de constructeur par défaut, le concept de constructeur surchargé. Alors celui-là c'est un constructeur. Pourquoi il est déjà appelé constructeur? Parce qu'il porte le même nom que la classe. Et il permet de construire l'objet, autrement dit construire la zone mémoire de l'objet. Alors, si on va dire voilà la, la démarche, d'accord, pour créer un constructeur par le biais de directement dans la classe, alors ici on peut, je sais pas, donc générer constructeur, d'accord, j'ai cliqué par la droite, j'ai mis générer constructeur et il va prendre en compte toutes les, et je vais mettre OK, tout simplement. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai. Alors, generate, euh, constructeur, et je dois faire CTRL A comme ça, ou bien un par un, c'est-à-dire CTRL, le premier, le deuxième, le troisième, ou bien CTRL A pour tout sélectionner. Et vous allez mettre, voilà, il va vous initialiser de la même manière. Sauf à ce que l'ordre est respecté, donc ça, il faut s'assurer. Alors, le nom, déjà ici, il a donné le prénom, le nom. C'est pas grave pour nous. Le téléphone, c'est le troisième. L'adresse. Donc, le prénom, le nom, c'est pas mal. Le téléphone, donc l'adresse. Ensuite, il y a l'adresse, le téléphone, l'adresse. Ça, c'est l'email normalement. On a inversé un petit peu, d'accord? Donc, il y a l'adresse qui reste. Attendez pour voir. Donc, voilà, après le téléphone, il y a l'adresse. Après le téléphone, il y a l'adresse, je peux le mettre. Attendez, donc, je peux mettre, voilà, et je peux mettre ça, voilà. L'adresse, je peux mettre Casa, d'accord. Donc ensuite, il y a l'email, ensuite il y a l'adresse, il y a l'email, et il y a l'âge. Il y a l'email, et il y a l'âge, voilà. Donc maintenant, ça, on a créé le constructeur d'une autre manière. Normalement, c'est comme ça qu'il faut créer le constructeur. Donc, en commençant par créer le constructeur et ensuite l'utiliser. Donc voilà, ça donne le même résultat que tout à l'heure. Alors pour moi, vous êtes capable de faire ceci et la même chose pour la gestion du produit, vous êtes capable de créer cette classe-là. Donc pour le moment, tous ces concepts qui sont ici, créer une classe Java, ajouter des attributs, créer un objet, l'initialiser, afficher sa référence, afficher son contenu, ajouter des méthodes. Nous avons ajouté une seule méthode qui est affichée, connaître le concept de référence, objet courant, le mot-clé liste, et ainsi de suite. Et nous avons surchargé le constructeur. Alors maintenant, on va surcharger les méthodes. Pour ce faire, nous allons essayer d'aller créer par exemple une autre classe, d'accord, une autre classe que je peux l'appeler un autre package que je peux l'appeler app produit, d'accord. Et ici je vais créer une classe
que je vais créer, que je vais la nommer produit, non, programme plutôt, programme. Et cette fois-ci, je préfère créer la classe produit à part, d'accord, dans un fichier source à part. C'est-à-dire, dorénavant, nous allons opter pour cette manière de faire. Donc, créer la classe produit à part. Donc, nous avons la classe programme et nous avons la classe produit dans un fichier à part. Donc, dans la classe programme, nous allons bien sûr mettre le main, d'accord? Et dans la classe produit, nous allons définir les attributs. Ici, bien sûr, vous voyez que public, c'est normal parce que nous l'avons fait dans un fichier à part. Nous pouvons enlever public et toujours on aurait accès à partir de programme. D'accord? Produit. D'accord? Produit P. D'accord? Je peux accéder à la classe produit. Pourquoi? Parce qu'elle appartient au map package. Mais si jamais la classe produit appartient à un autre package, donc il faut l'accompagner par le mot-clé public. Donc, c'est vrai, on n'a pas encore utilisé la visibilité, mais vous pouvez garder le mot-clé public ici. S'il vous plaît, quelqu'un il éteint son micro. Alors maintenant, on peut ajouter les champs, comme le cas de notre application que nous avons créée, l'application de gestion de la boutique. On a le code, un produit est défini par son code, un produit est défini par le nom, un produit est défini par, on va dire, un prix, d'accord? Et un produit est défini aussi par une quantité. Donc ici, on va faire automatiquement maintenant le constructeur, d'accord? Le constructeur, et on va faire tous les champs, et on va faire, voilà. Donc maintenant, nous avons créé un constructeur avec paramètres. Ensuite, nous pouvons faire la méthode affichée. Mais dorénavant, la méthode affichée, nous avons dit, ce n'est pas sa place. Il ne faut pas. Ce n'est pas la bonne pratique de mettre affiché ici. Donc ce n'est pas, voilà, ce n'est pas la bonne pratique d'utiliser affiché, ou bien de créer affiché, de créer affiché dans la classe programme, dans la classe plutôt produit. Alors c'est le rôle de qui? Et aussi ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien d'avoir un accès direct aux attributs. C'est pas bien, même si vous allez l'afficher. D'accord? Si vous allez l'afficher, par exemple le code, vous pouvez faire ceci. Et nous l'avons utilisé tout à l'heure dans les programmes précédents. Mais ça, ce n'est pas la bonne pratique. Si jamais nous allons faire ça. D'accord? Alors attendez juste voir. Donc, il y a un constructeur par paramètre. Voilà, donc alors produit, je vais mettre 1, 2, je vais mettre désignation qui est TV, je vais mettre le prix qui est 4500 et je vais mettre la quantité qui est 5. Voilà, donc j'ai créé une instance. Et je peux mettre system.out.print, d'accord? Et je peux afficher le code. Je peux faire ce travail. C'est-à-dire, je vais afficher le code qui sera 12. Mais ce n'est pas bien, d'accord, d'accéder directement, d'accord, d'accéder directement aux informations d'une classe. Donc maintenant, il faut penser à modifier, d'accord. Donc modifier la classe produit pour qu'elle empêche tout autre code d'avoir un accès direct. Accès direct. Pourquoi le main a accédé directement? Parce que la classe produit autorise cet accès. Donc la classe produit doit empêcher cet accès. C'est-à-dire l'accès à code doit être une information privée.
qui ne peut être accessible que par le biais de la classe elle-même qui peut l'autoriser. Donc ici, elle empêche l'accès. Donc voilà, on n'a pas accès à code, on a une erreur. Une fois on a ajouté l'accès privé, il y a erreur si un autre code externe, je bien note accès direct par un code externe. Externe à quoi? Externe à produit. Donc on doit avoir une alternative. Cette alternative, oui, très bien. Donc votre collègue a dit comme quoi il faut créer une méthode, mais cette méthode doit être créée au sein de la classe produit. C'est-à-dire, c'est euh, c'est la méthode, c'est la classe plutôt produit qui doit donner l'accès à l'attribut code. C'est-à-dire par le biais d'une méthode qu'on va l'appeler par exemple afficher code. Afficher code. D'accord? Public void. Ou bien je vais ne pas utiliser public. Void afficher code. Et ici je vais mettre south code. Code. Deux points plus code. D'accord? Et dans la classe programme, donc je ne peux pas, ce n'est pas à la classe programme via sa méthode main d'afficher le code, mais la classe programme, notamment la méthode main, peut faire appel à ça. Donc elle n'a pas un accès direct, mais elle a un accès par le biais de la méthode afficher code. Et afficher code, elle a un accès direct, puisque cette méthode fait partie de la classe produit. Donc cette méthode fait partie de l'objet courant. Et l'objet courant, c'est P. Donc afficher code a accès au code de P. C'est-à-dire si je vais exécuter ce code source, on va afficher d'accord, on va afficher comme quoi le code est 12. Encore, avec cette même manière, je peux accéder à l'ensemble des informations. Je peux faire afficher non, afficher ceci, afficher. Mais ça, c'est pas la bonne pratique. Finalement, pour résumer, on peut, pour chaque attribut, donc pour chaque attribut, ou bien pour chaque classe, chaque classe, dite classe entité. Pourquoi on va l'appeler entité? Parce qu'elle elle gère des données, comme si j'ai défini un nouveau type qui est produit. D'accord? Un nouveau type qu'on va l'appeler entity, qu'on va l'utiliser par la suite. Donc, qu'est-ce qu'elle contient l'entité en général? La partie structure, c'est-à-dire les attributs, doivent être privés. D'accord? C'est une règle. D'accord? Un nouveau type, je vais mettre. Donc, qu'est-ce qu'elle contient? La partie structure, ou bien les attributs, doivent être privés. D'accord? Les méthodes. Les méthodes qui doivent être publiques. Et en général, pour les méthodes, on a ce qu'on appelle les getters et setters. Les getters et setters. Ce sont des méthodes particulières. Getters, récupérer les valeurs des attributs. Setters, mettre à jour les valeurs des attributs. Alors, on a dit getters, c'est-à-dire plusieurs. Autrement dit, on a un get code. D'accord? On a une méthode getCode qui doit retourner quoi? Qui doit retourner un int. D'accord? Donc je dois, parmi les getters que je dois avoir un getCode.
Aussi, je dois avoir un get quoi? Un get, plutôt C et C majuscule, pour bien nommer les getters. Alors, get, donnez-moi le deuxième. On va tout d'abord le créer. On va le créer. On va le créer. Pour le créer, je peux mettre public, ou bien ce n'est pas la peine de mettre public. Je vais mettre, il doit retourner un entier. Je vais mettre int et get code, d'accord? Je dois mettre ceci. Je dois mettre les parenthèses et je fais return code. C'est une fonction qui return le code. Alors, maintenant, on est en train de mettre les bonnes pratiques pour définir une entité. Il faut que les attributs soient privés, les méthodes soient publiques. Parmi les méthodes, il y a les getters et parmi les getters, il y a getCode. Pour le définir, il doit retourner un entier et il doit être appelé de cette manière, c'est-à-dire get. La première lettre de l'attribut doit être en majuscule et le reste en minuscule. Le reste doit respecter la même chose, la même, est-ce que minuscule ou bien majuscule, doit respecter la même chose et doit retourner une valeur de type entière. Donc voilà, nous avons créé cette méthode. Tout simplement get non. Si je souhaite faire get plutôt code, si je souhaite faire get non, qu'est-ce que je vais faire? La même chose. Get non, d'accord, comme ça. Et qu'est-ce qu'il retourne? Une chaîne de caractères. Et ici, je peux mettre string, get non, et je vais faire un return non. La même logique. Et ainsi de suite. Par contre, ici, si je vais les générer automatiquement, il va vous ajouter public. Pour le moment, on va accepter ce mot-clé tel qu'il est, public. C'est-à-dire, en général, les attributs sont privés et les méthodes sont publiques. Et parmi les méthodes, il y a les getters. Et maintenant, je suis capable de définir les getters comme je peux définir quoi? Les setters. Donc, pour les setters, il y a le set code parce que je vais le mettre à jour depuis l'extérieur. C'est-à-dire il doit recevoir un attribut. Et qu'est-ce qu'il doit retourner? Rien, parce que l'objectif c'est de mettre à jour. Le set code va recevoir une valeur depuis l'extérieur pour mettre à jour le code de l'objet courant. Donc ici, je vais mettre void, je vais mettre set code, voilà, et il va recevoir un attribut. Et je vais le mettre de cette manière. Maintenant, vous connaissez ce que c'est le this. Alors, je vais vous montrer, de la même manière, je peux créer cet nom, voilà, et avec la même logique. Maintenant, comment utiliser ces fonctions? Je dois aller dans la classe programme, parce que ça, c'est mon entité. Il contient les choses suivantes jusqu'à présent. Pour l'utiliser, il faut aller dans la classe programme. J'ai créé un constructeur et je peux bien sûr le mettre à jour. Cette code, le code initial était de combien? Était 12. Je vais le mettre à 12, d'accord, toujours en entier. Et je vais l'afficher, d'accord, je vais l'afficher. Pour l'afficher, je ne peux pas accéder directement au code parce qu'il est privé jusqu'à présent. Donc, je peux mettre get code, d'accord, je peux mettre code, get code. Donc, si je vais exécuter, je vais avoir le code d'un produit. D'accord? Donc ici, dans ce scénario, j'ai créé un objet, plutôt j'ai créé une référence, j'ai créé l'objet et mettre la valeur dans la référence, j'ai accédé à l'attribut pour le modifier, mais via la méthode setCode, et setCode est capable de recevoir la valeur depuis l'extérieur et c'est très normal. D'accord? C'est très normal d'avoir une valeur depuis l'extérieur, mais c'est elle qui va modifier
le code de cette manière-là. Voilà, c'est cette instruction qui va s'exécuter après appel de cette code. Et ensuite, on peut faire appel à getCode pour afficher le code. Donc ça, je peux afficher le code avant appel à cette code et après appel à cette code. Donc au début, dans la ligne 8, je vais afficher 12 et dans la ligne 11, je vais afficher 12222. C'est-à-dire, notre programme, il sera, ou bien son résultat, il y a le code 12 qui est l'objet de la ligne 8. Après, il y avait mise à jour et après, il y a affichage de la mise à jour de notre produit. Alors, pour résumer maintenant, on peut aller, c'est-à-dire pour créer une classe, on va suivre la même démarche. Alors, souvent, souvent pour accélérer la création de code, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons créé la partie structure, pardon, permettez-moi 2 secondes. Donc, nous avons créé la partie structure. Ensuite, à l'aide de IntelliJ, nous avons créé le constructeur. Mais maintenant, on peut aussi créer les getters, etc. Toujours en cliquant droit dans l'emplacement qu'il faut. Et il faut faire Generate. Il faut faire les getters. D'accord? Je peux mettre tous les getters. Et je peux mettre tous les setters. D'accord? Donc, Generate. Et ah oui, très, très bien. Oui, merci. Donc, je peux mettre ça. Alors, ça, c'est une. Donc, si je vais faire ça, je vais faire CTRL A. Attendez, je vais mettre ça. Et je vais mettre les setters, donc generate. Donc setters. Et je vais mettre ça. Mais vous constatez que jusqu'à présent, on n'a pas bien mis les attributs. On a dit la partie structure doit être privée. D'accord? Donc ça, on doit faire ceci. Donc ça, c'est la démarche à suivre pour créer finalement une entité. Donc toujours de cette manière-là, on a créé l'entité et on l'a utilisée. D'accord? Donc je peux afficher les informations, d'accord, d'un produit, le code, d'accord. Je peux afficher le nom, d'accord, le nom du produit, get nom. Et ensuite, je peux afficher le prix. Ici, c'est get prix. Et je peux afficher la quantité, et ça en affichant la get quantité. Voilà. Et bien sûr, si j'exécute, je vais avoir le résultat d'un produit. Alors maintenant, puisque vous connaissez ce que c'est les méthodes statiques, vous pouvez ajouter, au sein de la classe programme une méthode statique, d'accord, de type void, qui est affichée produit et qui reçoit la mémoire à traiter, autrement dit la référence, d'accord. Et au lieu de faire tout ça ici, de préférence, c'est pas au main de faire ce genre de travail. Donc je peux mettre ça. Ça, c'est encore une pratique meilleure que la précédente. Si c'est pas, normalement, c'est affiché produit P. D'accord? C'est une pratique meilleure que la précédente, mais ce n'est pas encore la plus meilleure. D'accord? La plus meilleure, normalement, c'est créer encore une autre classe qui aura comme objectif de manipuler les objets ou bien les produits. C'est-à-dire une classe qui manipule les produits, je peux la faire sous cette forme, c'est-à-dire je peux aller pour, attendez, voilà projet, je peux aller pour
créer une autre classe, d'accord, qui s'appelle product product management, product ou bien gestion product ou bien comme vous voulez. Et c'est cette classe qui doit contenir cette méthode. D'accord? Cette méthode. Donc on peut la mettre ici. D'accord? On peut la mettre ici. Et dans la classe programme, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre product management. D'accord? Voilà. Point affiché produit. C'est comme ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire la classe programme, elle contient le main, mais de préférence, mettre une classe à part qui va gérer les produits. Comme ça, je peux mettre une autre classe pour la gestion des clients, pour la gestion de ceci et ainsi de suite. Alors ça, c'est une pratique qu'on peut l'adopter dans le reste. Alors maintenant, si je vais vous demander de recréer ou bien restructurer votre, votre code source pour gérer les clients. Donc ça, vous voyez que maintenant, je vais aller très rapidement. C'est-à-dire dorénavant, si vous avez déjà maîtrisé ces concepts-là, c'est très simple de créer un projet Java qui manipule un ensemble de données. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe pour la gestion des clients. Donc, dans la gestion des clients, donc je vais créer un autre package qui s'appelle App Client. D'accord? App Client. Et je vais créer la classe programme. D'accord? Au début, la classe programme qui contiendrait le main. D'accord? Voilà. Et bien sûr, dans ce package-là, je vais ajouter la classe client qui représente l'entité. Et maintenant, il faut tout simplement créer la partie structure privée directement. Private, string, non, d'accord? Private, string, string, ici c'est string, string, non, string, private string. Oui, on peut l'utiliser, ça, le code ou bien l'ID. Une fois par les bases de données, à ce moment-là, on peut utiliser l'ID. Ou bien le code, si vous voulez, on peut l'utiliser l'ID private. Et en général, les ID sont de type lang. D'accord? Long ID. D'accord? Voilà l'âge. Euh, c'est bon, je peux mettre l'email à la place de âge. Normalement, je peux mettre ça string email. Email. Et je peux maintenant définir un constructeur. Regardez, définir un constructeur par défaut. Donc, je peux mettre tous les champs, d'accord? Et je peux mettre aussi les getters. Donc, les getters. Voilà. Quand je peux utiliser les setters. Les setters. Voilà. Et maintenant, mon entité après est prêt à être utilisé. En une minute, on a. Non? 7, 7, 7. Normalement, s'il y a deux fois, il doit générer des erreurs parce qu'ils seront en duplication. Donc, bon, il y a les getters, il y a les setters. Regardez. Set. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, maintenant, vous voyez déjà la structure de la classe, elle est ici maintenant. La client contient un constructeur, contient les getters et contient les setters. Donc ça, c'est la structure de notre classe. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser cette classe ici en mettant client, d'accord? Client, c'est égal à new client, d'accord? New client, d'accord? Et je peux mettre, je sais pas, par exemple, Ali, ensuite le deuxième pas. Peut-être le premier paramètre, c'est l'ID normalement.
Je peux mettre 1, 2, 3, le nom, par exemple, Tata, Ada Tati, d'accord? Et je suis dans les mails, je peux mettre, d'accord? Attendez. Je suis dans les mails, je peux mettre Tati, gmail.com. Et je peux mettre le sisou, d'accord? Sisou. Ou bien je vais créer une autre classe. Attendez, pourquoi ça dans ça? Alors, client, voilà, il reste juste la point virgule à la fin. Alors ensuite, je peux créer une autre classe qui s'appelle Client Management. D'accord? Management. Et cette classe-là, au début, on va utiliser des méthodes statiques. Mais normalement, la bonne pratique, c'est d'utiliser une méthode membre. D'accord? Statique, afficher client. D'accord? Et je peux afficher client, elle a comme type de retour void. Et elle reçoit en paramètre un client C, ou bien un client. Et voilà, c'est sous South. Non, non plus client.get, non. Et la même chose ici, d'accord? Parce que IntelliJ, il vous aide, normalement, il doit donner autre chose. Nom, prénom, email, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'ID. Donc l'ID. Système. Voilà. ID. ID. Deux points. Plus, plus client, voilà, point get ID. Si je vais exécuter cette application-là, je peux afficher le C point plutôt client management point affiché et je lui passe client comme C. Donc si je vais exécuter ce code, je vais avoir le résultat suivant. Donc jusqu'à présent, vous êtes capable pour moi de bien créer, de bien créer, euh, de bien créer une entité. Par exemple, le cas ici, c'est client. Donc voilà comment on l'a créé. Créer le nom de la classe, la partie sélective, le constructeur avec paramètres, les getters et ensuite les setters. Et par la suite, créer une autre classe qui va manipuler, c'est-à-dire manipuler, afficher, modifier, supprimer, c'est-à-dire les opérations CRUD, si vous voulez dire. Afficher la liste des clients et ainsi de suite. Donc c'est ça ce qu'il faut faire pour manipuler des datas. Si je vous demande de la même manière comment, je ne sais pas, l'exemple gestion des produits, on l'a déjà fait, et c'est bon. D'accord? Donc vous êtes capable pour moi de, 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 de manipuler les objets de cette manière. Alors on va avancer bien sûr, ça c'est ce que nous avons vu, et j'ai pas parlé jusqu'à présent de surcharge de méthodes. Alors surcharger les méthodes, je suis obligé de revenir ici dans les, je sais pas ce que j'ai point déjà, voilà, j'ai app point, j'ai app point. Quel record? Ça? Très bien. Alors maintenant pour surcharger les méthodes, je vais revenir finalement à l'application précédente que nous avons déjà créée et qui contient la classe programme et la classe point. Et dans la classe point, nous avons mis uniquement affiché et tout. Donc, dans laquelle je sais qu'il s'agit de la mauvaise pratique que nous allons faire. Mais l'intérêt ici de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire la surcharge de méthode. Surcharge de méthode. Supposons, nous allons mettre en place une fonction qui s'appelle déplacer. Void, déplacer. Déplacer un point qui peut recevoir un entier x et un entier y. Ou bien, je préfère l'appeler dx, dy.
C'est quoi le déplacement? C'est, voilà, donc c'est vis.x plus égal dx exactement, ou bien je peux la mettre à la main, vis.x égale à vis.x. Vis.x plus un petit dx. Et pour y, je vais procéder ainsi. D'accord? Soit de la même manière, ou bien de préférence, normalement, cette instruction, c'est équivalent à celle-là. D'accord? Plus égal. D'accord? Donc, soit mettre à jour en utilisant celle-là, et celle-là, c'est la même chose que celle-là, c'est-à-dire la même chose que vis.y égale à vis.y plus dy. Donc ça, c'est une abréviation de la sélection. Alors, maintenant, ça c'est la première méthode à déplacer pour déplacer un point. Donc pour l'utiliser, je peux faire P1 point déplacé et je veux ajouter 4, 5. C'est-à-dire au début, j'avais 5, 10 et maintenant je l'ai déplacé. Une fois je vais l'afficher, il doit m'afficher 9, 15 après déplacement des points. Sur le premier affichage, il doit afficher 5, 10, mais j'ai ajouté 4 pour x et j'ai ajouté 5 pour y, donc il va afficher 9, 15. Donc ça, c'est la première méthode déplacée. Sinon, si je souhaite faire un autre déplacé, void déplacé, donc c'est-à-dire, je suis en train de surcharger. Surcharger d'accord? Surcharger la méthode. C'est-à-dire, pour faire la mise à jour, je peux faire la mise à jour, je ne sais pas, par défaut, je la déplace en utilisant une valeur qui ne doit pas être communiquée par le main. Donc je peux mettre ça, déplacer par une unité. 10.x égale à 10.x moins 1 et 10.y égale à 10.y moins 1 normal. D'accord? Donc ça, c'est une autre méthode déplacée. Alors si je vais encore déplacer, si je vais déplacer j'ai le choix de choisir soit cette méthode, soit celle-là. Je vais choisir la deuxième. C'est-à-dire, quel déplacé qui sera utilisé? C'est déplacé sans argument. C'est celle-là qui sera appelée. C'est-à-dire pour le x, le dernier x c'était combien? C'était 9, donc il va retrancher 1, il va afficher 8. Donc si je vais afficher, il va afficher 8 pour le x, le dernier affichage sera 8 pour x et sera 14 pour y. Voilà, ça c'est l'exécution. Qu'est-ce qu'on dit de la méthode déplacée? On dit que la méthode déplacée est surchargée. Surcharger la méthode déplacée. Alors, maintenant, la méthode déplacée a été surchargée ou bien on peut l'appeler overloading. Oui, overload. Overloading. La surcharge ou bien l'overloading. Donc, pour pouvoir parler de la surcharge de méthode, la méthode doit avoir déjà le même nom, le même type de retour et des paramètres, le nombre de paramètres est différent. Donc voilà, on a cette possibilité, comme on peut avoir une autre possibilité, c'est-à-dire déplacer uniquement avec x. Déplacer, et on peut avoir int dx. D'accord? Et je vais déplacer que le x. Le y ne va pas se déplacer. D'accord? Le y ne va pas être déplacé. Encore, on a redéfini, plutôt c'est pas redéfini, c'est surchargé la méthode déplacée en utilisant une autre manière. C'est-à-dire si je vais mettre 10. Alors c'est quoi la dernière valeur de x qui sera affichée ici? Alors, au début il y avait 5, on avait mis 9, on avait mis 8, et maintenant on va afficher 18 pour le x. Et le y, normalement, on l'a dit tout à l'heure. Attendez, pourquoi 7? Attendez. Alors 10, qu'est-ce que j'ai mis déjà dans le... Non, j'ai pas bien mis là.
Alors, plus ici, plus dx. Alors, la dernière chose sera affichée normalement 18. Voilà, 18. Alors ça, en ce qui concerne ce que c'est exactement la surcharge de deux méthodes. Donc voilà, notre méthode déplacée a été surchargée. Donc ça, juste pour couvrir l'ensemble des concepts qui sont énoncés. Attendez, elle est où Voilà, donc la méthode ici, elle a été surchargée, la méthode modifiée. Mais vous pouvez utiliser la même chose dans, dans la méthode, la classe student en définissant une méthode modifiée de différentes manières. On dit que la méthode modifiée est surchargée. D'accord? On dit que la méthode modifiée est surchargée. Nous l'avons utilisée pour la classe, point et en particulier pour la méthode déplacée. Et on a vu ce que c'est la surcharge de constructeur. Donc voilà, ça c'est un exercice que vous pouvez le faire donc vous-même. Donc ça c'est, attendez juste pour voir l'heure. Donc déjà une heure. Alors je préfère m'arrêter là. D'accord. Donc on a couvert un petit peu ce que c'est que la, la visibilité des attributs comme nouveau concept. Et on connaît ce que c'est bien sûr. Si je vais faire un rappel ici concernant pour l'application des produits, d'accord? On a créé une entité et on a montré quelles sont les pratiques à suivre pour créer une entité. La partie sélection de droit privé, un constructeur. Je peux même surcharger le constructeur pour avoir plusieurs constructeurs, créer les getters et setters, et c'est bon pour l'entité. Et nous avons montré comment l'utiliser, c'est-à-dire créer la référence, et on a montré aussi comment créer une autre classe capable de manipuler les produits, notamment être capable d'afficher, modifier, une fois faire appel au tableau et ainsi de suite, modifier, rechercher, d'accord, rechercher toutes les opérations possibles sur une base de données, supprimer, d'accord, c'est-à-dire l'application que nous avons faite pour la gestion du produit, je vais vous envoyer un autre projet dont l'énoncé va être changé en fonction de ce que nous avons vu jusqu'à présent, d'accord? C'est-à-dire cette application, la même application, doit être faite, mais en utilisant le concept de classe objet, d'accord? La même chose, qui va vous montrer quels sont les avantages, bien sûr, d'utilisation du concept d'objet. Donc voilà, donc cette séance touche à sa fin. Donc essayez de compléter l'application précédente et en même temps se préparer pour la séance prochaine, tout en réalisant le projet que je vais mettre en ligne le plus tôt possible. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, à la prochaine, Inch'Allah. D'accord, donc c'est bien.